Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la santé et aux sages-femmes. Et pour en parler, nous recevons Mathilde Lozano, coordinatrice régionale de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes et également sage-femme à Mayotte. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, on est là pour parler de ces revendications qui ont eu lieu hier. Comment s'est déroulée cette journée importante pour vous? Alors déjà, il faut savoir que c'était une grève nationale qui a été initiée par l'ONSSF, du coup l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes est suivie par la CGT. Donc il y a eu des mobilisations partout en France. C'est vrai qu'à Mayotte, on a été nombreuses, qu'on a, j'espère, réussi à se faire entendre. Donc devant le CHM de 6h à 9h et quelques, pendant qu'une délégation se faisait recevoir par la direction. Puis nous sommes descendus vers l'ARS, où on avait pu être reçus par M. Bouty pendant un peu plus d'1 heure et demie. Justement, est-ce que ces réunions ont été constructives? Alors, on nous a promis des groupes de travail, on espère qu'ils s'y tiendront vraiment, donc c'est quand même positif. On est quand même dans l'attente du résultat de ces groupes de travail. Le fait déjà qu'ils aient accepté de nous recevoir, c'est déjà bien, on en est satisfait. Maintenant, on a hâte de travailler avec eux, ils savent nos revendications, ils connaissent peut-être un peu mieux notre profession. Donc, oui, parce qu'elle est un peu mal connue, la profession sage-femme, qui pourtant est très importante, notamment à Mayotte. Oui, à Mayotte, on est énormément de sages-femmes, hein, c'est la plus grosse maternité de France, voire même d'Europe. Elle est mal connue de tout le monde, hein, que ce soit du public, de nos collègues médecins, infirmiers, etc. Ils ne savent pas exactement nos compétences, et même de notre gouvernement. On a pu le voir lors du Ségur de la santé, dont les conclusions sont parues en juillet 2020, où M. Véran a oublié de citer les sages-femmes. Quand on lui a rappelé qu'on existait, il nous a dit qu'il ne nous avait pas oublié qu'on était dans les professionnels non médicaux, voire paramédicaux. À savoir que sage-femme, c'est une profession médicale. Nous avons un bac+5, nous passons par la première année de médecine, nous avons un droit de prescription, etc. Donc ça passe mal. C'est pas entendable. La colère est venue de là déjà. Hein. Le Ségur a été le début en fait de dire non stop, on fait partie du cadre médical. Disons qu'il y a toujours eu des oublis, hein, on est habitué quand même depuis X années. Et là, oui, le Ségur, c'était la goutte d'eau. En plus, derrière ça, il y a eu la crise sanitaire, où, encore une fois, les sages-femmes ont été oubliées dans les dotations de masques. Dans les pharmacies, c'était prévu qu'il y ait des masques qui soient donnés aux professionnels libéraux. Les sages-femmes ne faisaient pas partie des listes. Ça, il a fallu que l'Ordre national des sages-femmes retoque la RS, les pharmacies, la DGS, pour qu'on puisse avoir ces masques. Ça fait quand même beaucoup d'oubli. Les sages-femmes, elles ont été confrontées à la crise tout autant que les autres professions. Évidemment. Il y a eu des unités Covid dans tous les hôpitaux de France. À Mayotte, il y a des sages-femmes qui ont été mises en plus dans chaque gare, jour et nuit, pour prendre en charge les patients de Covid et du coup ne pas infecter les autres. Surtout que la période Covid à Mayotte est tombée en même temps que le rush qu'il y a tous les ans. Donc les naissances qui sont augmentées par 3. Ce qui a fait beaucoup de travail, ce qui a pesé sur le dos des sages-femmes. Et au final, on est quand même oublié lors des avancements. Mais là, on ne vous oublie pas. Camar Bourra, une question à vous poser. Oui, Mathilde Lozano, bonjour. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué quand on regarde que depuis 1998, le décret de périnatalité n'a pas évolué. Il est là, on vous demande à ce qu'il soit réétudié. Mais est-ce que déjà, un point très essentiel, très important, le fait qu'aujourd'hui, votre métier, en tout cas votre profession, est considérée plutôt paramédicale que médicale. Si on arriverait déjà à changer la donne par rapport à cette reconnaissance, ça pourrait faire évoluer les choses. Ah bah oui, ça changerait énormément de choses. Alors déjà par exemple au niveau de nos formations, on est obligé de se former tous les 2 ans, c'est dans notre législation. Par exemple, les médecins ont accès à beaucoup de jours de formation par an, les sages-femmes on est limité à 2 jours et demi financés. Donc c'est déjà pas la même dotation. Déjà au niveau de la reconnaissance, on a le droit de prescription, donc oui, nous sommes médicaux, on le revendique. Quand on est touché par un procès, on ne peut pas déléguer notre responsabilité. On se présente nous-mêmes au tribunal, ce qui n'est pas le cas d'une profession paramédicale qui va être soutenue, etc. Donc bizarrement, pour tout ce qui est responsabilité, on est reconnu médical, mais pour le reste, non. Alors, on sait que Mathilde, Mayotte est toujours un cas à part avec des spécificités.
même si déjà au niveau national, c'est très compliqué pour votre profession. Mayotte considérée comme l'un des plus grandes maternités, en tout cas d'Europe ou de France. Mais on a l'impression, en tout cas, ceux qui vous ont tourné un peu le dos aujourd'hui, comme si vous faisiez que les accouchements. Mais quand on regarde tout ce que vous faites à l'année, c'est énorme et pourtant, c'est pas reconnu. Effectivement, oui, la sage-femme n'est pas celle qui fait que les accouchements. Alors c'est souvent ce qui ressort quand on dit quel est le métier de sage-femme, celle qui accouche. Alors déjà, la sage-femme n'accouche pas, elle accompagne à l'accouchement. La sage-femme aussi peut être en libéral, faire des consultations de grossesse, de gynécologie, de la préparation à la naissance. Il y a aussi tout un rôle de prévention. Donc c'est pour ça que dans nos revendications, on demande qu'on soit reconnu comme professionnel de soins primaires. C'est une base de notre métier, la prévention, que ça va être par exemple par le dépistage du cancer du col, le suivi gynécologique tous les ans, de prévention, l'autopalpation, la prévention au niveau de l'alimentation, de la toxoplasmose. Enfin, notre métier est basé sur la prévention. La sage-femme, même à l'hôpital, finalement, ensuite, après l'accouchement, elle va aussi s'occuper de la femme et du bébé dans les jours qui suivent l'accouchement. En PMI, on fait les suivis, etc. On peut faire des échographies. Il y a les IVG maintenant qui sont faits par les sages-femmes. On a tout un champ de compétences qui est finalement toujours réduit à l'accouchement. Au fait de l'accouchement, c'est clair qu'on pense sage-femme, on pense à l'accouchement. Bon, le 11 novembre 2020, Anna Harouaye, sage-femme et chroniqueuse dans une émission télé, a lancé un appel sur les réseaux sociaux. C'est le hashtag Nous sommes maltraités, une femme égale une sage-femme. Actuellement, il y a 67 000 signatures sur la pétition. C'est important cette pétition pour vous, hein? Alors, ça montre que, en fait, dans la pétition, nous avons le hashtag Nous sommes maltraités, hashtag Nous sommes maltraitantes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par cette grève, nous ne demandons pas tout pour nous, nous demandons aussi pour les patientes, les couples, les familles. Si nous, on est en sous-effectif, on ne peut pas prendre en charge les patientes, les accompagner comme il se doit. La pétition Une femme, une sage-femme, ça s'adresse au service de salle de naissance, ou si on voulait que les patientes soient prises en charge convenablement, qu'on puisse les accompagner pour surmonter leur douleur, pour les accompagner dans ce moment qui est censé être magique, il faudrait qu'il y ait une sage-femme qui puisse s'occuper d'une femme, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Souvent, une sage-femme a 3-4 patientes en travail. Les accouchements, pareil, ils peuvent tous se passer en même temps. La sage-femme ne peut pas être partout en même temps. Enfin, c'est pas possible. C'est le même cas à Mayotte? Et c'est encore plus le cas à Mayotte, ouais. Où il y a quand même presque 10 000 naissances par an. Il manque 40 postes de sage-femme au CHM actuellement. Alors que sur le site du CHM, il y a une annonce que j'ai vue hier, comme quoi ils cherchent des sages-femmes. Donc ça veut dire qu'ils sont conscients de ça, non? Vu qu'ils mettent les annonces. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de gens qui veulent venir, c'est pas assez attractif. Pourquoi, selon vous, il y a ce manque-là, alors que les annonces sont faites par l'hôpital qui veut engager? Alors ce problème d'attractivité, il est national actuellement. Même en métropole, actuellement, ils ont du mal à trouver des sages-femmes dans les hôpitaux. En libéral, elles ont du mal à trouver des remplaçantes. En territorial, c'est déjà un peu plus simple au niveau national. À Mayotte, c'est encore plus important parce que il y a le fait de s'éloigner des familles. C'est un problème d'attractivité nationale qui se fait encore plus ressentir à Mayotte. Donc ce qu'on a essayé d'expliquer hier, c'est qu'il faut revoir cette attractivité. Pourquoi le métier de sage-femme n'attire plus? Pourquoi les sages-femmes, au bout de quelques années de travail, se réorientent dans une autre profession? Ça peut s'expliquer par le fait que les responsabilités, elles augmentent sans cesse, alors que notre statut, lui, reste non connu. Donc ça veut dire que les infirmières sont mieux traitées que les sages-femmes? Mieux traitées, je ne sais pas. D'attractivité, parce qu'on voit souvent les infirmières qui arrivent à Mayotte, plus que des sages-femmes. Alors aussi parce qu'il y a plus de services qu'embauchent des infirmières. En nombre, elles sont plus aussi. Mieux traitées, je ne sais pas, je n'irai pas sur ce sujet-là. En tout cas, hier, c'était nous les sages-femmes qui essayons de nous faire entendre. Il me semble qu'elles ont des revendications aussi, les infirmières. Enfin, tout professionnel de santé a des revendications actuellement. La crise a pas mal affaibli le système de santé. Je pense qu'on a tous des revendications. Après, les infirmières, peut-être que je ne sais pas. je ne peux pas répondre à cette question pour elles. On aura une question. Oui, alors moi j'aimerais revenir un peu sur les deux catégories parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'à Mayotte, Mathilde, les deux catégories, parce qu'on sait que les sages-femmes au centre du centre hospitalier, mais également les libérales d'ailleurs qui demandaient à ce qu'aujourd'hui elles soient quelque part reconnues comme sage-femme référente
Est-ce que c'est les mêmes mots que vous rencontrez, qu'elles soient libérales ou au centre hospitalier? Est-ce que vous avez les mêmes revendications ou elles ont un peu plus de mal par rapport à vous? Il y a une troisième catégorie dont je fais partie, c'est les territoriales, les sages-femmes PMI qui travaillent au département. D'accord. Où on est très nombreuses à Mayotte aussi, du coup, beaucoup plus qu'en métropole, et on est aussi en sous-effectif. Les revendications, dans les grandes lignes, oui, c'est les mêmes. Tout ce qui va être le manque d'effectifs. En libéral, à Mayotte aussi, quand elles partent en vacances, elles ne peuvent pas se faire remplacer et du coup, il n'y a pas une continuité des soins. Quand on suit une patiente, on a envie de le faire de A à Z et de pouvoir, si on s'absente, parce qu'on en a besoin des fois, avoir une collègue qui va prendre en charge notre patiente. Là, actuellement, c'est pas possible sur Mayotte. Il n'y aura personne pour remplacer. Donc cette fatigue et ce ras-le-bol, oui, il existe dans les trois catégories. Alors, Mathilde, on sait que la situation est très compliquée en ce moment. Le gouvernement penche plutôt pour trouver des solutions, reconfinement ou pas, les vaccins, les campagnes. Est-ce que lancer, en tout cas, cette mobilisation maintenant, c'est prévenir pour demain? Parce que, est-ce que là, finalement, on va prendre en urgence vos doléances? Parce que quand on regarde qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des autorités, de l'exécutif, même au niveau de la santé, on pense que à ces variants, à ce virus, finalement, est-ce que c'est le bon moment, en tout cas, pour alerter? Alors, on voulait déjà se mobiliser à la fin de l'été, c'était ce qui était prévu. Après, la condition sanitaire a fait qu'on a repoussé, etc., pour être encore plus prête. Le problème, c'est que là, on arrive à bout, donc il fallait que ce soit fait. Ça devenait vraiment urgent de pouvoir faire entendre nos revendications, sachant que sur Paris, ils ont pu une délégation de sages-femmes, ONSSF, UNSSF, donc Union nationale syndicale des sages-femmes, CGT et l'ANES, Association nationale des étudiants sages-femmes, ont pu être reçus au ministère. Donc comme quoi, c'était le moment, sachant que le ministère, du coup, a proposé de les revoir d'ici 15 jours, en promettant d'avoir quelques propositions. Et à Mayotte, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez eu comme quoi, pareil, on se revoit dans 15 jours, on discute ou comment ça? On n'a pas de date, ouais. Mais nous on a promis de les relancer. On n'en restera pas là. Si les promesses qui nous ont été données hier de faire des groupes de travail ne tiennent pas, on se fera réentendre. Là, comme je le disais, on est à bout. Il y a une grande partie de la profession au niveau national qui est en burn-out actuellement. Il y a cette difficulté à recruter. Il y a s'ils veulent qu'on offre un soin optimal, il va falloir que nous, on soit aussi dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que vous êtes fatigué? Il y a trop en ce moment? Oui, disons que la crise s'abat aussi sur nous. Effectivement, quand on sort du travail et qu'on entend parler Covid, c'est lourd. Il y a aussi toutes les dispositions qu'on doit prendre au travail pour éviter de propager le Covid, parce qu'on a quand même une éthique professionnelle qui fait qu'on n'a pas envie d'être responsable de l'augmentation de cette épidémie. Et oui, là, du coup, actuellement, à savoir qu'au CHM, lors de la crise Covid et du coup la période de rush, elles avaient un planning qui était surchargé. Elles faisaient jour-nuit. Le lendemain de leur nuit, elles étaient en repos, un autre repos, jour-nuit. C'est quoi ça? On commence à quelle heure, on finit à quelle heure? On garde de jour, donc 7h, 19h si elles ne font pas d'heures sup. D'accord. Le lendemain, elles revenaient à 19h jusqu'à 7h du matin. Okay. Après, à partir de 7h du matin, elles sont en repos, mais bon, elles dorment. Ouais. Et il reste une journée avant de reprendre le travail sur une journée. Ouais, donc c'est épuisant, au bout d'un moment c'est épuisant. Et il y a aussi un risque peut-être sur notre santé, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes épuisé au travail, vous pouvez peut-être faire mal votre travail. On est beaucoup, faut pas se le cacher, on est forcément moins à l'écoute. Et nous, on n'est même pas fiers de nous quand on sort de garde ou de notre journée de consultation. On aimerait apporter tout ce que les couples ont besoin et on n'en est pas capable. Dans ces conditions, on ne peut pas prendre en charge les patientes et les familles comme on le voudrait. Et ça en devient effectivement, l'accouchement, on sait qu'il y a toute une partie psychologique. Si le professionnel qui est en face de nous, il est obligé de courir dans une autre chambre parce qu'il n'a pas le temps de rester vers nous, ça peut être dramatique sur la suite, sur la liaison avec le bébé, sur le vécu de cet accouchement. C'est pas possible, c'est plus possible. Kamar Boura. Oui, ma dernière question, Mathilde. On a vu pendant les confinements, pour dire depuis le début de cette crise sanitaire,
qu'on a tous, quelque part en France, applaudi, et nos personnels soignants, ceux qui ont été dans les premières lignes, notamment vous qui avez fait un travail magistral pour accompagner toutes ces femmes et les suivis que vous avez cités tout à l'heure. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde que vous ne faites même pas partie de ce plan Ségur, quand on regarde, on a applaudi tout le monde, est-ce que quelque part, pour être un peu cru, est-ce que c'est pas finalement du foutage de gueule quand on regarde comment on vous a tourné le dos, en tout cas aujourd'hui? Ça, c'était au niveau de toutes les professions. Hein. Quand on a vu ce qui s'est passé en métropole, par exemple, avec les infirmières qui se sont fait virer de leur logement en plein Covid parce que potentiellement elles pouvaient le ramener à la maison parce qu'elles travaillaient, ça a été de manière générale. Ces applaudissements, oui, ils ont fait plaisir, mais ce n'était pas le ressenti de tout le monde. Enfin, c'est l'impression qu'il en ressort, et surtout pas de notre gouvernement, visiblement, parce que nous, on a été oubliés du Ségur. Les autres professions n'ont pas été oubliées, mais il n'y a pas eu non plus une grande revalorisation de toutes les professions. Le Ségur, c'était une revalorisation qui était nécessaire depuis des années. Ils l'ont fait passer sur le coup de la crise sanitaire. C'était bon, ok. C'était pour, je pense, un peu calmer les soignants. Oui, là, effectivement, quand on voit ce qui se passe quelques mois après, oui, je ne vais pas utiliser vos termes, mais oui, on se sent un peu lésé, même beaucoup. Simon, vous avez aujourd'hui... De ne pas être connu, de ne pas être écouté. On avait un slogan, Halte au mépris, stop à l'oubli. C'est exactement ça. On a l'impression qu'on n'existe pas en fait dans le domaine de la santé, alors qu'effectivement, oui, on est présent. Alors à Mayotte énormément, ailleurs en France aussi. Une maternité sans sage-femme, c'est pas possible. Les accouchements, quand ils sont physiologiques, la sage-femme, elle le fait toute seule. Le médecin n'est pas forcément là. Ça, il y a des patientes qui ne le savent même pas. Parce que le gouvernement, alors elles ne peuvent pas le savoir si on ne leur dit pas, c'est au gouvernement aussi de faire une campagne d'information là-dessus. Souvent, quand il y a des campagnes de dépistage, les sages-femmes sont oubliées. On va marquer, allez par exemple faire votre frottis chez votre médecin généraliste ou à tel endroit, et puis nous, les sages-femmes, on n'est pas dedans, alors que dans la santé génésique des femmes, on devrait être mis en avant. Pourquoi emboliser les médecins généralistes quand nous, on peut faire ce travail-là? C'est dans notre travail, la prévention, tout ce qui est santé génésique. Bien sûr qu'on saura réorienter s'il y a besoin. La pathologie, c'est pas notre domaine. Le frottis cervico-vaginal, il revient il est positif. Oui, on informera la patiente, on la réorientera. Notre but, c'est pas de faire du mal, c'est de soigner les femmes et de les soigner bien. Il y a 5 ans d'études quand même. Hein. Il y a 5 ans d'études. On fait la première année de médecine, la première année commune aux études de santé avec les médecins, les dentistes, les pharmaciens. On passe notre concours à la fin et ensuite on commence nos 4 années d'études où on fait énormément de stages. On est quand même formé. Alors en parlant des stages, justement, ça fait partie de nos revendications qui est un statut de maître de stage. Parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Surtout pour les libérales où du coup elles passent du temps à former un étudiant, c'est du temps qui n'est pas rémunéré. Et à un moment, oui, il faudrait peut-être penser à ça pour aussi que les futurs étudiants soient formés de façon optimale et qui ne comptent pas dans les effectifs des hôpitaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à cette profession combien importante de sage-femme. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour en parler. Merci à vous de nous avoir reçus. Mais de rien. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.